Les rayons dorés du soleil matinal perçaient à travers les imposantes fenêtres gothiques du château de Malmaison, illuminant les couloirs de marbre blanc où résonnaient les pas feutrés d'Éloise Beaumont. Ses cheveux auburn ondulaient gracieusement tandis qu'elle se dirigeait vers la bibliothèque privée de son père, une pièce interdite où même les domestiques n'osaient pénétrer. Mais Éloise n'était pas n'importe quelle domestique. Elle était la nouvelle femme de ménage personnelle de Célestine Monclerc, la fille unique du milliardaire Vincent Monclerc, l'homme le plus riche et le plus mystérieux de France. Ce que personne ne savait, c'est qu'Éloise cachait un secret qui pourrait faire s'écrouler tout l'empire Monclerc comme un château de cartes. La jeune femme de 23 ans ajusta son tablier immaculé et frappa délicatement à la porte de la suite de Célestine. « Mademoiselle Monclerc, c'est l'heure de votre petit déjeuner », murmura-t-elle d'une voix douce. Un silence troublant lui répondit, puis elle entendit le bruit caractéristique d'une canne blanche heurtant le sol de marbre. Éloise sentit son cœur se serrer. Célestine Monclerc, 25 ans, héritière d'une fortune estimée à 3 milliards d'euros, était aveugle depuis l'âge de 16 ans à la suite d'un mystérieux accident de voiture. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Mais Éloise avait remarqué quelque chose d'étrange lors de sa première semaine de travail au château. Parfois, très brièvement, elle surprenait Célestine regarder directement vers elle, comme si elle pouvait voir chacun de ses mouvements. Le loquet tourna et la porte s'ouvrit sur une vision à couper le souffle. Célestine se tenait là, vêtue d'une robe de soie bleu nuit qui épousait parfaitement sa silhouette élancée. Ses cheveux blonds platine tombaient en cascade sur ses épaules, et ses yeux d'un vert émeraude profond semblaient en fixer un point invisible derrière Éloise. Mais cette fois encore, la nouvelle domestique eut cette sensation troublante d'être observée, étudiée, jaugée. « Bonjour Éloise », dit Célestine d'une voix mélodieuse mais froide. « J'espère que vous avez bien dormi dans vos nouveaux quartiers. » Il y avait quelque chose dans le ton de sa voix, une note presque moqueuse qui fit frissonner Éloise. Comment pouvait-elle savoir qu'elle avait mal dormi, rongée par les questions qui se bousculaient dans son esprit? Si cette histoire vous plaît jusqu'à présent, n'hésitez pas à laisser un petit « j'aime » pour m'encourager. Et dites-moi en commentaire, que pensez-vous du mystère qui entoure Célestine? Suspectez-vous quelque chose d'étrange? Éloise guida Célestine jusqu'à la salle à manger privée, une pièce somptueuse aux murs ornés de tableaux de maîtres et au plafond décoré de fresques représentant des scènes de la mythologie grecque. Vincent Monclerc était déjà attablé, son visage austère caché derrière les pages du Financial Times. L'homme de 52 ans imposait le respect par sa seule présence, grand, aux tempes grisonnantes, avec des yeux d'acier qui semblèrent pouvoir percer l'âme de quiconque croisait son regard. Il ne leva même pas les yeux à l'arrivée de sa fille. « Papa », dit Célestine en s'asseyant gracieusement, guidée par Éloise. « As-tu eu des nouvelles de l'enquête sur l'accident de Marcus ?» Le nom fit tressaillir Vincent, et Éloise ne put s'empêcher de remarquer la tension soudaine qui s'installa dans la pièce. Marcus Delacroix était le fiancé de Célestine, mort dans un accident de moto 3 mois plus tôt dans des circonstances pour le moins suspectes. La police avait conclu à un accident, mais les rumeurs persistaient dans le petit cercle de l'élite parisienne. Certains murmuraient que Marcus avait découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû savoir sur les affaires de Vincent Monclerc. D'autres prétendaient qu'il était sur le point de révéler un scandale qui aurait pu détruire la réputation de la famille. Éloise servit le café en porcelaine de Sèvres, ses mains tremblant légèrement. Elle était là pour une raison précise, et ce n'était pas seulement pour gagner sa vie comme domestique. « L'enquête est close, Célestine », répondit Vincent d'un ton sec. « Marcus a perdu le contrôle de sa moto par temps de pluie. C'est tragique, mais c'est la réalité. Il faut que tu tournes la page. » Sa voix portait un avertissement à peine voilé, et Éloise vit les mâchoires de Célestine se crisper. « Je ne tournerai jamais la page », murmura la jeune femme, ses mains serrant si fort sa tasse de café que ses jointures blanchirent. Marcus n'était pas du genre à prendre des risques inconsidérés. Il préparait quelque chose d'important, quelque chose qu'il voulait me dire ce soir-là. Vincent replia sèchement son journal et se leva, sa chaise raclant le sol de marbre dans un bruit sinistre. « Je ne veux plus entendre parler de ces théories conspirationnistes. Marcus est mort, point final. » « Et toi, dit-il en se tournant vers Éloise avec un regard qui lui glaça le sang, tu ferais mieux d'oublier tout ce que tu pourrais entendre dans cette maison. Les domestiques bavards ont tendance à disparaître. » Le silence qui suivit était si lourd qu'Éloise pouvait entendre les battements frénétiques de son propre cœur. Vincent sortit de la pièce,
laissant derrière lui un parfum d'eau de Cologne coûteuse et une aura de menace palpable. Célestine resta immobile pendant de longues minutes, puis elle tourna lentement la tête vers Éloise. Pour la première fois, leurs regards se croisèrent vraiment, et l'espace d'un instant, Éloise aurait juré voir une lueur de complicité dans les yeux verts de la jeune héritière. « Il ne sait pas que je sais », chuchota Célestine si bas qu'Éloise dut se pencher pour l'entendre. « Il ne sait pas que je sais qu'il a tué Marcus. » Ces mots frappèrent Éloise comme un coup de tonnerre. Son sang se figea dans ses veines, tandis qu'elle réalisait l'ampleur de ce qu'elle venait d'entendre. Célestine Moncler venait d'accuser son propre père de meurtre. Mais comment une femme aveugle pouvait-elle être si sûre de ces accusations, à moins qu'elle ne soit pas vraiment aveugle? Éloise sentit ses jambes flageoler et dut s'appuyer contre la desserte pour ne pas tomber. « Mademoiselle Moncler, balbutia-t-elle, que voulez-vous dire exactement ?» Célestine se leva avec une grâce féline et s'approcha d'elle, sa canne tapotant le sol dans un rythme hypnotique. « Je veux dire, chère Éloise, que vous et moi avons beaucoup plus en commun que vous ne le pensez. Nous sommes toutes les deux là pour découvrir la vérité sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. » Le cœur d'Éloise manqua un battement. Comment Célestine pouvait-elle savoir? Comment pouvait-elle deviner qu'elle n'était pas là par hasard, qu'elle avait un agenda caché? Marcus Delacroix était son frère adoptif, la seule famille qu'elle ait jamais connue après avoir été abandonnée dans un orphelinat à l'âge de 3 ans. Marcus l'avait trouvée là-bas lors d'une visite de charité quand elle avait 12 ans, et il l'avait convaincu, sa famille adoptive, de l'accueillir. Il avait été son protecteur, son mentor, son grand frère bien-aimé. Et maintenant, il était mort dans des circonstances plus que douteuses, juste au moment où il s'apprêtait à épouser l'héritière des Moncler. Éloise avait tout quitté pour venir ici, falsifiant ses références pour obtenir ce poste de domestique, dans l'espoir de découvrir ce qui était vraiment arrivé à Marcus. « Comment savez-vous » demanda Éloise, sa voix n'étant plus qu'un souffle. Célestine sourit, et pour la première fois depuis qu'elle la connaissait, ce sourire atteignit ses yeux. « Parce que Marcus m'avait parlé de vous. Il m'avait dit qu'il avait une sœur adoptive, qui était journaliste d'investigation. Quelqu'un d'intelligent et de tenace qui ne lâcherait jamais prise si quelque chose lui arrivait. Il m'avait même montré votre photo. » Elle marqua une pause, puis ajouta avec une intensité troublante. « Il m'avait dit que si quelque chose lui arrivait, vous seriez la seule personne en qui il pourrait avoir confiance pour découvrir la vérité. » Éloise sentit les larmes monter à ses yeux. Marcus avait pensé à elle, même dans ses derniers moments. Il avait prévu qu'elle viendrait, qu'elle chercherait des réponses. Mais cela soulevait une question encore plus troublante. Si Célestine savait qui elle était vraiment, pourquoi n'avait-elle rien dit? Pourquoi jouer cette comédie de la domestique et de la maîtresse aveugle? Pourquoi ne pas me l'avoir dit dès le début? Demanda-t-elle. Pourquoi cette mascarade? Le sourire de Célestine s'effaça, remplacé par une expression d'une gravité terrifiante. Parce que dans cette maison, les murs ont des oreilles, et parce que mon père a des yeux partout. Il ne doit jamais soupçonner que nous travaillons ensemble. Votre vie en dépend, Éloise. La mienne aussi. Un frisson parcourut l'échine d'Éloise, tandis qu'elle prenait conscience de la dangerosité de sa situation. Elle était au cœur d'un jeu mortel, où Vincent Moncler tenait toutes les cartes, où un seul faux pas pourrait lui coûter la vie, comme cela avait coûté la vie à Marcus. Mais elle était aussi plus proche que jamais de découvrir la vérité. « Que savez-vous exactement sur la mort de Marcus » chuchota-t-elle. Célestine jeta un regard vers la porte pour s'assurer qu'elles étaient seules, puis elle s'approcha encore d'Éloise, si près que cette dernière pouvait sentir son parfum délicat de jasmin et de rose. « Je sais que Marcus avait découvert quelque chose sur les affaires de mon père, quelque chose d'énorme, quelque chose qui pouvait tout faire s'écrouler. »« Quoi exactement ?» pressa Éloise, son cœur battant la chamade. Célestine hésita, puis elle prit la main d'Éloise dans la sienne. Ses doigts étaient froids, mais sa prise était ferme et rassurante. « Mon père ne fait pas que du commerce légal, Éloise. Il blanchit de l'argent pour des organisations criminelles, il trafique des œuvres d'art volées, il finance des opérations illégales à travers le monde. Et Marcus avait des preuves, des documents, des photos, des enregistrements. Tout ce qu'il fallait pour envoyer Vincent Moncler en prison à vie. » Elle marqua une pause, ses yeux verts se durcissant. « Mais la nuit où il devait me tout révéler, il est mort. » L'ampleur de la révélation frappa Éloise comme une gifle. Marcus était mort parce qu'il avait découvert que son futur beau-père était un criminel de haute volée. Mais cela soulevait une autre question cruciale. Où étaient maintenant ces preuves? « Les documents, dit-elle fiévreusement. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? »
Le visage de Célestine s'assombrit. C'est là le problème. Marcus était trop intelligent pour garder tout ça chez lui. Il avait caché les preuves quelque part, dans un endroit sûr. Mais il est mort avant de pouvoir me dire où. Elle serra plus fort la main d'Éloise. Nous devons les trouver, Éloise. C'est notre seule chance de faire justice pour Marcus et d'arrêter mon père avant qu'il ne tue quelqu'un d'autre. Un bruit de pas dans le couloir les fit sursauter. Elles se séparèrent immédiatement, Célestine reprenant instantanément son rôle de femme aveugle fragile, tandis qu'Éloise se remettait à débarrasser la table. « Mademoiselle Moncler », dit une voix masculine à l'accent britannique. « Votre père souhaite vous voir dans son bureau. » C'était James Morrison, le majordome en chef, un homme d'une 60aine d'années au visage impassible qui servait la famille Moncler depuis plus de 20 ans. Il avait ce don troublant d'apparaître sans bruit, comme un fantôme en costume 3 pièces. Éloise avait remarqué qu'il la surveillait constamment depuis son arrivée, et elle se demandait s'il n'était pas plus qu'un simple majordome. « Bien sûr, James », répondit Célestine d'une voix parfaitement contrôlée. « Pouvez-vous demander à Éloise de m'accompagner? Je ne connais pas encore très bien le chemin vers le nouveau bureau de papa. » James hocha la tête, mais Éloise ne manqua pas le regard scrutateur qu'il lui lança. « Naturellement, mademoiselle. » Il se tourna vers Éloise avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Miss Beaumont, veuillez accompagner mademoiselle Moncler et tâchez de ne pas vous égarer en chemin. Cette maison peut être dangereuse pour ceux qui se mêlent de ceux qui ne les regardent pas. » Le message était clair. James Morrison savait quelque chose, ou du moins soupçonnait quelque chose. Éloise sentit un nœud se former dans son estomac, tandis qu'elle offrait son bras à Célestine et qu'elle suivait le majordome à travers les couloirs labyrinthiques du château. Le bureau de Vincent Moncler se trouvait dans l'aile ouest, une partie du château que les domestiques ordinaires n'étaient pas autorisés à fréquenter. Éloise observait tout avec l'œil exercé d'une journaliste. Les caméras de sécurité dissimulées, les détecteurs de mouvement, les portes blindées. Ce n'était pas une simple résidence de luxe, c'était une forteresse. Ils s'arrêtèrent devant une imposante porte en chêne sculptée gardée par 2 hommes, en costume sombre, qui ressemblaient plus à des agents secrets qu'à des domestiques. James frappa 3 coups, attendit, puis frappa encore 2 fois. Un code. La porte s'ouvrit en silence, révélant un bureau somptueux aux murs couverts de livres anciens et de tableaux de valeur. Vincent Moncler était assis derrière un bureau massif en acajou, parlant à voix basse au téléphone, dans une langue qu'Éloise ne reconnut pas immédiatement. Russe, peut-être, ou ukrainien. Quand il les vit entrer, il raccrocha précipitamment. « Célestine, ma chérie, » dit-il en se levant pour embrasser sa fille sur les joues, « j'ai une excellente nouvelle. J'ai trouvé quelqu'un pour toi. » Le sang d'Éloise se figea. De quoi parlait-il? Célestine resta de marbre, mais Éloise vit ses doigts se crisper imperceptiblement sur sa canne. « Quelqu'un » répéta-t-elle d'une voix neutre. Vincent sourit, mais son sourire avait quelque chose de prédateur. « Un mari, ma chérie. Il est temps que tu refasses ta vie. Marcus est mort depuis 3 mois maintenant. Il faut tourner la page. » Il fit signe à James, qui ouvrit une porte latérale. Un homme entra, grand, élégant, la quarantaine séduisante avec des cheveux noirs gominés et un costume italien sur mesure. Mais ses yeux avaient cette froideur particulière que Éloise avait appris à reconnaître chez les criminels lors de ses enquêtes. « Célestine, » dit Vincent, « je te présente Dimitri Volkov, un associé de longue date et un ami très cher. » L'homme s'approcha et prit la main de Célestine pour la baiser, un geste qui fit frissonner Éloise de dégoût. « Enchanté, mademoiselle Moncler, » dit Dimitri avec un léger accent slave. « Votre père m'a beaucoup parlé de vous. J'espère que nous apprendrons à nous connaître très bientôt. » Le piège se refermait. Vincent Moncler n'était pas seulement en train d'organiser un mariage arrangé pour sa fille, il était en train de la livrer à quelqu'un qui était visiblement dans le même monde que lui, quelqu'un de dangereux. Éloise comprenait maintenant pourquoi Célestine avait désespérément besoin d'aide. Elle n'était pas seulement prisonnière de son handicap supposé, elle était prisonnière de sa propre famille. « C'est très soudain, papa, » dit Célestine, sa voix tremblant légèrement pour la première fois. « Nous nous marierons dans 2 semaines, » annonça Vincent comme s'il parlait de la météo. « J'ai déjà fait les arrangements. La cérémonie aura lieu dans la chapelle du château, en petit comité bien sûr. 2 semaines. » Elle n'avait que 2 semaines pour trouver les preuves cachées par Marcus, démasquer Vincent Moncler et sauver Célestine de ce mariage qui ressemblait fort à une condamnation à mort. Éloise sentit l'adrénaline couler dans ses veines. C'était exactement le genre de défi qu'elle adorait relever quand elle était journaliste. Sauf que cette fois,
l'enjeu était bien plus élevé que ses anciens scoops. Cette fois, des vies étaient en jeu. « Papa !» dit Célestine en faisant appel à tout son self-control. « Ne penses-tu pas que c'est un peu précipité? Je ne connais pas Monsieur Volkov et... » Vincent l'interrompit d'un geste sec de la main. « Tu n'as pas besoin de le connaître, ma chérie. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est qu'il prendra soin de toi et qu'il t'aidera à oublier tes obsessions concernant Marcus. » Il appuya sur le dernier mot avec une intensité qui ne présageait rien de bon. Dimitri sourit, révélant des dents parfaitement blanches qui contrastaient avec ses yeux de prédateur. « Je vous promets, mademoiselle Moncler, que vous serez très heureuse avec moi. J'ai beaucoup d'expérience pour dompter les femmes difficiles. » L'allusion était claire et révoltante. Héloïse dut faire appel à toute sa volonté pour ne pas réagir. Elle devait rester dans son rôle de domestique invisible, même si chaque fibre de son être hurlait de sortir Célestine de là immédiatement. « Maintenant, » continua Vincent, « Dimitri va rester au château jusqu'au mariage pour faire plus ample connaissance avec toi. James va s'occuper de l'installer dans la suite bleue. » Il se tourna vers Héloïse avec ce regard glacial qui lui était maintenant familier. « Et toi, tu vas aider Célestine à se préparer pour son nouveau départ dans la vie. Je compte sur toi pour qu'elle soit coopérative. » La menace était à peine voilée. Vincent savait-il qui elle était vraiment? Soupçonnait-il quelque chose? Héloïse hocha la tête en silence, n'ayant pas confiance en sa voix pour répondre. « Bien, » dit Vincent en tapant dans ses mains. « Maintenant que tout est réglé, j'ai du travail. Célestine, Dimitri t'accompagnera pour le déjeuner. Faites connaissance. » Il contourna son bureau et s'approcha de sa fille, posant ses mains sur ses épaules dans un geste qui se voulait paternel, mais qui ressemblait plus à celui d'un geôlier marquant sa propriété. « Tu sais que je ne veux que ton bonheur, n'est-ce pas, ma chérie ?»« Bien sûr, papa, » murmura Célestine, mais Héloïse vit ses mâchoires se crisper. « Je le sais. » Vincent sourit et l'embrassa sur le front, puis il fit signe à tout le monde de sortir. Tandis qu'ils quittèrent le bureau, Héloïse entendit Vincent reprendre son téléphone et composer un numéro. « C'est fait, » dit-il en russe, pensant probablement que personne ne comprendrait. Mais Héloïse avait étudié plusieurs langues pendant ses études de journalisme, et elle saisit assez pour comprendre l'essentiel. La fille sera bientôt sous contrôle total. Le plan peut continuer comme prévu. Dans le couloir, Dimitri offrit galamment son bras à Célestine, mais Héloïse remarqua la façon dont ses doigts se refermaient sur le bras de la jeune femme, comme des serres. « Vous avez de la chance d'avoir un père qui se soucie autant de vous, » dit-il avec ce sourire carnassier. « Beaucoup de femmes dans votre condition finissent abandonnées par leur famille. » L'insulte était subtile, mais bien réelle. Célestine garda son calme, mais Héloïse vit ses joues se colorer légèrement. « En effet, » répondit-elle simplement, « j'ai beaucoup de chance. » Ils arrivèrent dans la salle à manger, où un déjeuner somptueux avait été dressé. Foie gras, saumon fumé, caviar, champagne millésimé, tout ce qu'il fallait pour impressionner ou pour endormir la méfiance. Dimitri aida Célestine à s'asseoir, puis prit place en face d'elle, tandis qu'Héloïse restait debout dans un coin, jouant son rôle de domestique attentive. « Parlez-moi de vous, mademoiselle Moncler, » dit Dimitri en servant le champagne. « Quels sont vos hobbies, vos passions ?» Il y avait quelque chose d'obscène dans la façon dont il la détaillait, comme s'il évaluait une acquisition. « J'aime la musique, » répondit Célestine prudemment. « Je joue du piano depuis l'enfance. » Dimitri hocha la tête avec approbation. « Parfait, j'adore la musique. Nous avons déjà quelque chose en commun. » Il se pencha vers elle, trop près, violant son espace personnel de façon délibérée. « Et vous, qu'attendez-vous du mariage ?» La question était un piège, et toutes les personnes présentes dans la pièce le savaient. Célestine but une gorgée de champagne pour gagner du temps, puis répondit avec une diplomatie consommée. « J'attends de trouver un compagnon de vie qui me respecte et me comprenne. » Dimitri éclata de rire, un son désagréable qui résonna dans la salle à manger comme des griffes sur un tableau noir. « Le respect, c'est quelque chose qui se gagne, ma chère. Et la compréhension, disons que j'ai ma propre façon d'aider les femmes à comprendre leur place. » Les implications étaient terrifiantes. Héloïse sentit ses poings se serrer dans son dos. Cet homme était un monstre, et Vincent Moncler était en train de livrer sa propre fille à ce monstre. Qu'est-ce qui pouvait pousser un père à faire une chose pareille? L'argent? Le pouvoir? Ou était-ce autre chose? Quelque chose de plus sombre et de plus tordu? « Dites-moi, » continua Dimitri en découpant son foie gras avec des gestes précis et calculés. « Votre père m'a dit que vous aviez eu quelques difficultés après la mort de votre fiancé. Des idées étranges, des théories.
Il laissa sa phrase en suspens, observant attentivement la réaction de Célestine. C'était un interrogatoire déguisé, et Héloïse comprit que Dimitri était là pour bien plus qu'un simple mariage arrangé. Il était là pour s'assurer que Célestine ne représentait pas une menace pour les affaires de Vincent. « Marcus me manque », dit Célestine simplement. « C'est normal d'avoir du mal à accepter la perte de quelqu'un qu'on aime. » Sa voix était parfaitement contrôlée, mais Héloïse pouvait voir la tension dans ses épaules. « Bien sûr », acquiesça Dimitri, mais ses yeux restaient froids et calculateurs. Le deuil peut parfois troubler l'esprit, faire voir des choses qui n'existent pas, entendre des voix qui nous poussent vers des actions regrettables. Heureusement, j'ai beaucoup d'expérience pour aider les femmes à surmonter ces troubles psychologiques. Le message était clair. Si Célestine continuait à chercher la vérité sur la mort de Marcus, Dimitri s'occuperait d'elle, probablement de façon permanente. Héloïse réalisa avec horreur que ce mariage n'était pas seulement un moyen de contrôler Célestine. C'était aussi un moyen de l'éliminer légalement. Une fois mariée à Dimitri, si elle disparaissait dans un accident ou se suicidait à cause de ses troubles mentaux, personne ne poserait trop de questions. Et Vincent Moncler récupérerait l'héritage de sa fille tout en éliminant une témoin gênante. Le déjeuner continua dans une atmosphère de plus en plus oppressante. Dimitri multipliait les allusions menaçantes déguisées en galanterie, tandis que Célestine répondait avec une politesse glaciale qui cachait mal sa répulsion. Héloïse observait tout, mémorisant chaque détail, chaque nuance. Quand elle était journaliste, elle avait développé cette capacité à lire entre les lignes, à décoder les non-dits, à comprendre les enjeux cachés derrière les conversations apparemment anodines. Et ce qu'elle lisait maintenant dans cette salle à manger lui glaçait le sang. « J'ai une surprise pour vous », annonça soudain Dimitri en sortant un petit écrin de velours noir de sa poche. « Votre père m'a dit que vous aimiez les bijoux anciens. » Il ouvrit l'écrin, révélant un collier en or blanc, serti de diamants et d'émeraudes, d'une beauté saisissante. Mais Héloïse reconnut immédiatement ce collier. C'était celui que portait Marcus sur la photo qu'il lui avait envoyée quelques semaines avant sa mort. Une photo où il posait avec Célestine lors d'une soirée caritative. « Ce collier appartenait à ma précédente épouse », continua Dimitri avec un sourire qui fit frissonner Héloïse. « Malheureusement, elle n'en a plus l'utilité. » Le sous-entendu était glaçant. Qu'était-il arrivé à cette précédente épouse? Héloïse n'osait même pas l'imaginer. Célestine tendit la main vers le collier, mais au lieu de l'admirer, elle le referma brusquement dans l'écrin. « C'est très généreux, » dit-elle d'une voix neutre, « mais je préfère ne pas porter les bijoux d'une autre femme. Cela porte malheur. » Dimitri fronça les sourcils, visiblement contrarié par ce refus. « Allons, ma chère, ce ne sont que des superstitions. Ce collier vous va à merveille, j'en suis sûr. » Il se leva et contourna la table, s'approchant de Célestine avec l'écrin ouvert. « Laissez-moi vous l'essayer, » insista-t-il, ses mains se dirigeant vers le cou de Célestine. Pour la première fois depuis le début du déjeuner, Célestine perdit son sang-froid. « Danse !» dit-elle en reculant brusquement, sa chaise raclant le sol. « Je vous ai dit que je ne voulais pas le porter. » Le silence qui suivit était assourdissant. Dimitri resta figé, le collier à la main, ses yeux se durcissant dangereusement. L'atmosphère dans la salle à manger devint électrique, chargée d'une tension qui promettait d'exploser à tout moment. Héloïse sentit ses muscles se tendre, prête à intervenir si la situation dégénérait. Puis, aussi soudainement qu'elle avait éclaté, Célestine se ressaisit. « Pardonnez-moi », dit-elle en baissant la tête avec une feinte soumission. « C'est juste que Marcus m'avait offert un collier très semblable, et le voir me rappelle des souvenirs douloureux. C'était un mensonge brillamment improvisé, et Dimitri sembla l'avaler. Son sourire carnassier revint, mais ses yeux gardaient cette lueur dangereuse qui ne présageait rien de bon pour l'avenir. « Je comprends », dit-il en rangeant le collier, mais sa voix portait une note de menace à peine voilée. « Mais une fois que nous serons mariés, j'espère que vous accepterez de porter mes cadeaux. Une épouse obéissante fait la fierté de son mari. » Il retourna s'asseoir, mais l'ambiance avait changé. Quelque chose de fondamental s'était brisé dans cette pièce, et Héloïse comprenait qu'ils venaient de franchir un point de non-retour. Dimitri avait montré son vrai visage, et Célestine avait révélé qu'elle ne serait pas aussi docile qu'il l'espérait. Le reste du déjeuner se déroula dans un silence pesant, ponctué seulement par le tintement de la porcelaine et le bruit des couverts. Héloïse observait Dimitri du coin de l'œil, notant mentalement ses gestes, ses expressions, ses tics. Cet homme était habitué à la violence, cela se voyait dans la façon dont il manipulait son couteau, dans la précision calculée de ses mouvements.
Elle avait rencontré des hommes comme lui lors de ses enquêtes sur la criminalité organisée, des prédateurs en costume sur mesure qui cachaient leur vraie nature derrière un vernis de respectabilité. Quand le déjeuner se termina enfin, Dimitri se leva et s'inclina devant Célestine avec une courtoisie exagérée. « Ce fut un plaisir de faire plus ample connaissance avec vous, ma chère fiancée, » dit-il, appuyant sur le dernier mot comme pour marquer sa propriété. « J'ai hâte de passer plus de temps ensemble dans les jours qui viennent. » Il se tourna vers Éloise avec un regard qui la fit frissonner. « Et vous, mademoiselle la domestique, j'espère que nous aurons l'occasion de discuter bientôt. J'aime connaître tous les gens qui gravitent autour de ma future épouse. » Une fois Dimitri sorti, Éloise et Célestine restèrent seules dans la salle à manger. Le silence s'étira entre elles, lourd de tout ce qu'elles ne pouvaient pas dire à voix haute dans cette maison où chaque mur pouvait cacher des micros. Célestine se leva lentement, reprenant sa canne et son rôle de femme aveugle, mais Éloise vit ses mains trembler légèrement. « Venez, dit-elle simplement. Accompagnez-moi dans ma suite. J'ai besoin de me reposer après cette rencontre. » Elles traversèrent les couloirs en silence, Éloise guidant Célestine avec une sollicitude feinte. Mais dès qu'elles furent dans la suite de la jeune héritière et que la porte fut refermée à clé, Célestine s'effondra littéralement sur son lit, toute façade abandonnée. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, ses mains couvrant son visage. « Cet homme, c'est un monstre, Éloise. Je le vois dans ses yeux, je le sens dans sa façon de me toucher. Il va me tuer, j'en suis certaine. Peut-être pas tout de suite, mais dès qu'il aura consolidé sa position dans les affaires de mon père. » Éloise s'assit à côté d'elle sur le lit, oubliant momentanément les convenances entre maîtresse et domestique. « Nous ne le laisserons pas faire, » dit-elle avec une détermination farouche. « Il faut que nous trouvions ces preuves cachées par Marcus, et vite. Vous avez une idée de l'endroit où il aurait pu les cacher ?» Célestine secoua la tête, ses cheveux blonds voilant son visage. Marcus était obsédé par la sécurité. Il disait toujours que les endroits les plus évidents étaient souvent les plus sûrs parce que personne ne pensait aller chercher là. Mais il était aussi très méticuleux, très organisé. Il aurait choisi un endroit qui avait une signification particulière pour nous deux. « Racontez-moi votre histoire, » dit Éloise doucement. « Comment vous êtes-vous rencontrés? Quels étaient vos endroits préférés? Vos habitudes? Plus j'en saurai sur votre relation, plus j'aurai de chances de deviner où il aurait pu cacher ces documents. » Célestine essuya ses larmes et se redressa, puisant dans cette force intérieure qui l'avait aidé à survivre dans cette maison empoisonnée. « Nous nous sommes rencontrés il y a 3 ans, lors d'une vente aux enchères d'art contemporain. Marcus était journaliste spécialisé dans les enquêtes sur le marché de l'art et il couvrait l'événement. Moi, j'accompagnais mon père qui cherchait à acquérir une œuvre particulière. » Elle marqua une pause, un sourire triste flottant sur ses lèvres. « Marcus s'est approché de moi pendant que mon père négociait et il m'a dit qu'il trouvait étrange qu'une femme aveugle s'intéresse autant à une peinture. Je lui ai répondu que l'art, ce n'était pas seulement voir, c'était ressentir. Nous avons parlé pendant des heures ce soir-là. Il était la première personne depuis mon accident à me traiter comme une femme normale et non comme une invalide à plaindre. Ses yeux se remplirent à nouveau de larmes. Il était si intelligent, si passionné par son travail. Il disait toujours qu'un jour il écrirait l'article qui changerait tout, qui révélerait au grand jour les secrets les mieux gardés du monde de l'art. Et il a découvert quelque chose sur votre père, compléta Éloise. Quelque chose de suffisamment grave pour justifier un meurtre. Célestine hocha la tête. Dans les semaines qui ont précédé sa mort, Marcus était différent, tendu, excité, effrayé aussi. Il me disait qu'il était sur la piste de quelque chose d'énorme, quelque chose qui impliquait des gens très puissants et très dangereux. Il avait peur pour ma sécurité. Il voulait même que je quitte la France avec lui une fois son article publié. Elle serra les poings. Le soir de sa mort, il devait venir me voir pour tout me révéler. Il avait dit qu'il apporterait les preuves, que nous déciderions ensemble de la marche à suivre. Mais il n'est jamais arrivé. Un détail frappa soudain Éloise. Vous dites qu'il devait apporter les preuves ce soir-là. Cela signifie qu'elles n'étaient pas chez lui, sinon la police les aurait trouvées après sa mort. Célestine se redressa, une lueur d'espoir dans les yeux. Exactement. Marcus était trop prudent pour garder quelque chose d'aussi compromettant chez lui. Il les avait cachés ailleurs, quelque part de sûr, quelque part où mon père ne penserait jamais à chercher. Elle se leva et se mit à faire les 100 pas dans sa suite, sa canne oubliée sur le lit. Il faut que nous fouillions ses endroits préférés. Son bureau au journal, peut-être, ou... Non, l'interrompit Éloise. Trop évident. Votre père a sûrement fait fouiller tous les lieux officiels liés à Marcus.
Il faut penser autrement. Où alliez-vous ensemble? Quels étaient vos lieux secrets? Vos rendez-vous clandestins? Célestine rougit légèrement. Nous nous retrouvions souvent dans une petite chapelle abandonnée, dans la forêt qui entoure le château. C'est là qu'il m'a demandé en mariage. C'était notre endroit. Personne d'autre ne le connaissait. Ses yeux s'élargirent soudain. « Oh mon Dieu, Éloise! S'il a caché les preuves là-bas !» L'excitation était contagieuse, mais Éloise força à rester prudente. « C'est possible, mais nous devons être très careful. Si nous sommes suivis, ou si quelqu'un nous voit fouiller là-bas, » Elle n'eut pas besoin de finir sa phrase. Toutes deux savaient quelles seraient les conséquences si Vincent Moncler ou Dimitri découvraient ce qu'elle faisait. « Il faut y aller cette nuit », dit Célestine avec détermination. « Quand tout le monde dort. Vous connaissez les habitudes de la maison maintenant. Vous saurez comment éviter les patrouilles de sécurité. » Éloise hocha la tête, mais une partie d'elle-même se demandait si elle n'était pas en train de foncer tête baissée dans un piège. Cette chapelle abandonnée était peut-être exactement l'endroit où Vincent Moncler les attendait. Mais elle n'avait pas le choix. Dans 12 jours, Célestine serait mariée à un homme qui la tuerait probablement dans les mois suivant leur union. C'était leur seule chance de renverser la situation. Un coup sec à la porte les fit sursauter. « Mademoiselle Moncler ?» dit la voix de James Morrison. « Votre père souhaite vous voir dans le salon. Il y a quelqu'un d'important qu'il aimerait vous présenter. » Célestine et Éloise échangèrent un regard inquiet. Qui pouvait bien être cet invité mystère? « J'arrive dans un instant », répondit Célestine en reprenant rapidement sa canne et son rôle de femme aveugle. « Éloise va m'aider à me préparer. » Quand elles ouvrirent la porte, James Morrison était là, impeccable comme toujours, mais Éloise crut déceler quelque chose de différent dans son expression. Une tension, peut-être, ou une inquiétude. « Mademoiselle, » dit-il en s'inclinant légèrement devant Célestine, « votre père semble particulièrement impatient de vous voir. Je vous conseille de ne pas le faire attendre. » Le ton était poli, mais le message était clair. Il se passait quelque chose d'important, et possiblement de dangereux. Elles suivirent James à travers les couloirs, Éloise notant machinalement l'emplacement des caméras de sécurité et des issues de secours. Son expérience de journaliste d'investigation lui avait appris à toujours préparer une voie de fuite, au cas où. Le salon principal était une pièce somptueuse aux murs ornés de tapisseries anciennes et de portraits de famille. Vincent Moncler s'y trouvait, en grande conversation avec un homme élégant d'une 50aine d'années, aux cheveux argentés et au regard perçant. « Célestine !» s'exclama Vincent en se levant pour accueillir sa fille. « Je te présente Maître Philippe Dubois, notre notaire de famille. Il est venu spécialement de Paris pour s'occuper de certains arrangements légaux avant ton mariage. » Le notaire s'inclina poliment devant Célestine, mais Éloise remarqua qu'il semblait mal à l'aise, comme s'il était présent contre son gré. « Mademoiselle Moncler, » dit-il d'une voix prudente, « votre père m'a demandé de préparer certains documents concernant votre future union. Il y a quelques points que nous devons éclaircir ensemble. » Vincent sourit, mais son sourire était celui d'un requin flairant le sang. « Asseyez-vous, ma chérie. Maître Dubois va t'expliquer les termes du contrat de mariage que j'ai fait préparer. » Éloise sentit son sang se glacer. Un contrat de mariage préparé sans même consulter la future épouse. Cela sentait le piège à plein nez. Célestine s'assit gracieusement dans le fauteuil que lui désignait son père, ses mains serrant sa canne avec une force qui trahissait sa nervosité. « Alors, » dit Vincent en se servant un whisky au bar, « quelles sont les dispositions principales, maître ?» Le notaire ouvrit sa mallette avec des gestes hésitants et en sortit un épais dossier. « Eh bien, » commença-t-il, visiblement réticent, « selon les termes de ce contrat, Mademoiselle Moncler abandonne tous ses droits sur l'héritage familial au profit de son époux, Monsieur Volkoff, en cas de décès de Monsieur Vincent Moncler. De plus, elle renonce à tout droit de propriété sur ses biens personnels, qui passent automatiquement sous le contrôle de son mari dès la célébration du mariage. » Le silence qui suivit était assourdissant. Même Éloise, qui avait pourtant l'habitude des révélations choquantes, fut estomaquée par l'énormité de ce qu'elle venait d'entendre. Vincent Moncler était en train de déshériter complètement sa propre fille, la livrant pieds et poings liés à Dmitri Volkoff. Mais pourquoi? Quel était l'avantage pour lui dans cette transaction? « Papa, » dit Célestine d'une voix blanche, « tu ne peux pas être sérieux. Cet héritage appartient à notre famille depuis des générations. Tu ne peux pas... » Vincent l'interrompit d'un geste sec. « Je peux faire ce que je veux de mon argent, Célestine, et j'ai décidé qu'il était temps de moderniser nos affaires. Dimitri apporte des compétences,
et des connexions qui seront très utiles pour l'avenir de notre empire. Il but une gorgée de whisky, savourant visiblement le désespoir de sa fille. Considère cela comme un investissement dans ton bonheur futur. Maître Dubois tout sauta nerveusement. Il y a cependant une clause particulière que je me dois de mentionner, dit-il en évitant soigneusement le regard de Vincent. En cas de décès prématuré de mademoiselle Montclair dans les 5 premières années de mariage, tous les biens reviendront automatiquement à monsieur Montclair, à l'exception d'une compensation financière versée à monsieur Volkoff. Cette clause était l'aveu pur et simple que Célestine était censée mourir peu après son mariage. Vincent et Dmitri avaient orchestré un plan diabolique. Mariage, meurtre déguisé en accident et récupération de l'héritage. C'est monstrueux, balbutia Célestine, sa façade de femme soumise s'effritant complètement. Tu es en train de me vendre comme du bétail. Vincent posa violemment son verre sur la table, le bruit résonnant comme un coup de feu dans le salon. Tu vas signer ce contrat, Célestine, que tu le veuilles ou non. Et tu vas le faire avec le sourire, parce que l'alternative serait désagréable pour tout le monde. Son regard se porta délibérément sur Éloise, qui comprit immédiatement la menace. Si Célestine refusait de coopérer, c'est elle qui en paierait le prix. Maître Dubois sembla prendre son courage à 2 mains. « Monsieur Montclair, dit-il d'une voix tremblante, je dois vous rappeler qu'un contrat signé sous la contrainte n'a aucune valeur légale. De plus, certaines clauses de ce document sont discutables du point de vue éthique. » Vincent se tourna vers lui avec un regard qui aurait pu faire fondre l'acier. « Maître Dubois, dit-il d'une voix dangereusement calme, je vous rappelle que votre cabinet travaille pour ma famille depuis 15 ans. Je serais désolé d'avoir à trouver un nouveau notaire, surtout si des informations compromettantes sur certains de vos anciens clients venaient à être rendues publiques. » La menace était claire. Vincent Montclair tenait le notaire par le chantage, comme il tenait probablement beaucoup d'autres personnes. Maître Dubois pâlit et baissa les yeux. « Bien sûr, monsieur Montclair, je m'excuse pour cette intervention inappropriée. » Il sortit un stylo plume de sa poche et le tendit vers Célestine. « Mademoiselle, si vous voulez bien signer ici, et ici, et ici. » Éloise vit Célestine prendre le stylo, ses mains tremblant si fort qu'elle pouvait à peine le tenir. C'était fini. Dans quelques secondes, elle allait signer sa propre condamnation à mort. Mais soudain, un bruit énorme retentit à l'extérieur, le hurlement des sirènes de police se rapprochant rapidement du château. Vincent se figea, son visage perdant toute couleur. « Qu'est-ce que... » commença-t-il, mais il fut interrompu par l'entrée précipitée de James Morrison. « Monsieur, » dit le majordome, hors d'haleine. « La police! Ils sont aux grilles, ils demandent à vous voir immédiatement. Ils ont un mandat. » Vincent jura dans une langue que Éloise ne reconnut pas. Puis il se ressaisit rapidement. « Un mandat pour quoi ?» demanda-t-il. James déglutit difficilement. « Ils parlent d'une enquête sur la mort de Marcus Delacroix, monsieur. Ils disent avoir de nouvelles preuves. » Le monde sembla s'arrêter de tourner. Comment la police pouvait-elle avoir de nouvelles preuves? Éloise sentit son cœur bondir d'espoir et de terreur à la fois. Cela signifiait-il que quelqu'un d'autre enquêtait sur la mort de Marcus? Ou était-ce un piège tendu par Vincent lui-même pour tester la réaction de Célestine? « Papa, » dit cette dernière d'une voix qu'elle s'efforçait de garder neutre, « de quoi peuvent-ils bien parler? Je croyais que l'enquête était close. » Vincent la regarda intensément, cherchant le moindre signe de culpabilité ou de connivence avec la police. « Je n'en ai aucune idée, » mentit-il. « Mais nous allons le découvrir. James, fais-les entrer dans le salon bleu et dis-leur que j'arrive dans 5 minutes. » Il se tourna vers Maître Dubois. « Vous partez immédiatement. Nous terminerons cette affaire plus tard. » Le notaire ne se fit pas prier pour ranger ses documents et filer vers la sortie. « Célestine, » dit Vincent d'un ton qui ne souffrait aucune réplique, « tu montes dans ta chambre et tu y restes jusqu'à ce que je vienne te chercher. Je ne veux pas te voir près de ces policiers. » Il fit signe à Éloise. « Toi, tu l'accompagnes et tu t'assures qu'elle ne fait rien de stupide. » Puis, d'une voix plus basse mais parfaitement audible pour Éloise, « Si elle tente quoi que ce soit, tu en réponds sur ta vie. » Tandis qu'elle montait vers la suite de Célestine, Éloise entendait les voix des policiers qui envahissaient le château. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Qui avait-elle pu contacter la police? Et surtout, quelles étaient ces nouvelles preuves dont il parlait? Une fois dans la suite, Célestine se laissa tomber sur son lit, épuisée par les émotions de la journée. « Éloise, » murmura-t-elle, « vous croyez que c'est lié à nos recherches? Quelqu'un aurait-il pu découvrir quelque chose ?» Éloise secoua la tête. «
Nous n'avons encore rien fait, cela vient d'ailleurs. Elle s'approcha de la fenêtre et écarta discrètement le rideau pour observer ce qui se passait dans la cour. Plusieurs voitures de police étaient garées devant l'entrée principale et elle vit des agents en uniforme postés autour du château. « Il y a au moins une dizaine de policiers, » dit-elle. « Ce n'est pas une simple visite de courtoisie. » Un bruit de pas précipité dans le couloir les fit taire. La porte s'ouvrit violemment et Dmitri Volkov entra sans frapper, son visage déformé par la rage. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» hurla-t-il en se dirigeant vers Célestine. « Qu'est-ce que vous avez dit à la police ?» Il la saisit par les épaules et la secoua brutalement, faisant tomber sa canne. « Je vous jure que si vous nous avez trahis, lâchez-la !» cria Éloise en se jetant sur Dmitri pour le séparer de Célestine. L'homme russe la repoussa d'un revers de main qui l'envoya s'écraser contre la commode. Des étoiles dansèrent devant ses yeux et elle sentit le goût métallique du sang dans sa bouche. « Toi, la domestique, » gronda Dmitri, « mêle-toi de tes affaires si tu ne veux pas finir comme ton ami Marcus. » Éloise se figea. Il savait. D'une façon ou d'une autre, il avait découvert qui elle était. « Oh oui, » continua Dmitri avec un sourire mauvais. « Tu crois vraiment que nous ne savons pas qui tu es, Éloise Beaumont? Ou devrais-je dire, Éloise de la Croix, le nom de famille de Marcus. » Éloise sentit le sol se dérober sous ses pieds. Comment avait-il fait le rapprochement? Tu pensais pouvoir infiltrer cette maison incognito? Jouer les petites espionnes? Venger ton grand frère? Il éclata d'un rire cruel. Nous savons tout, ma petite. Vincent savait qui tu étais avant même que tu poses ta candidature comme domestique. La révélation frappa Éloise comme un coup de massue. Vincent Moncler avait tout orchestré. Il l'avait laissée entrer dans sa maison en sachant parfaitement qui elle était et pourquoi elle était là. Mais pourquoi? Quel était son plan? Vous saviez? Balbutia-t-elle. Dmitri hocha la tête, savourant visiblement sa détresse. Bien sûr que nous savions. Vincent a pensé que ce serait amusant de te laisser jouer les détectives pendant quelque temps. Cela nous permettait de voir si d'autres personnes étaient au courant des soupçons de Marcus. Nous étions des appâts, murmura Célestine, comprenant enfin l'ampleur de la manipulation. Mon père nous a laissé croire que nous menions notre propre enquête, alors qu'en réalité, il nous observait pour voir ce que nous allions découvrir. Dmitri applaudit lentement, ironiquement. « Bravo, ma chère fiancée, tu commences enfin à comprendre. Votre petite comédie était très divertissante, mais maintenant elle est terminée. » Un nouveau bruit de pas retentit dans le couloir, plus lourd cette fois. Vincent Moncler apparut dans l'encadrement de la porte, son visage affichant une expression de satisfaction cruelle. « Mes chères filles, dit-il avec un sourire qui ne présageait rien de bon, j'espère que vous avez passé un bon moment à jouer les conspiratrices. Mais comme le dit si bien Dmitri, la récréation est terminée. » Il entra dans la pièce, suivi de 2 de ses hommes de main. « La police ?» demanda Célestine d'une voix blanche. Vincent ricana. « Quelle police? Il n'y a aucune police, ma chérie. Ces agents sont mes employés, déguisés pour l'occasion. Un petit test pour voir comment vous réagiriez under pression. » Il s'approcha d'elle, son regard brillant d'une lueur démente. « Et je dois dire que votre réaction a été très révélatrice. Vous étiez soulagée? Espériez-vous qu'ils viennent vous sauver? Cela confirme que vous avez effectivement quelque chose à cacher. » Éloise sentit l'espoir mourir dans sa poitrine. Il n'y avait aucun secours à espérer. Personne ne viendrait les sauver. Elles étaient complètement à la merci de Vincent Moncler et de Dmitri Volkov. Qu'allez-vous faire de nous? Demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Vincent sourit, ce sourire glacial qui ne quittait jamais vraiment ses lèvres. Dmitri va épouser ma fille comme prévu, bien sûr. Quant à toi, disons que tu vas rejoindre ton cher frère. Non! Cria Célestine en se jetant entre Vincent et Éloise. Laissez-la partir, elle n'a rien fait de mal. Vincent la repoussa sans ménagement. Au contraire, elle a fait exactement ce que j'attendais d'elle. Elle m'a mené directement à toi, ma chère fille. Car vois-tu, j'avais besoin de savoir si tu étais vraiment aveugle, ou si tu me jouais la comédie depuis toutes ces années. Il s'arrêta, savourant l'effet de ses paroles. Et maintenant, je sais. Le masque était tombé. Vincent avait tout découvert. La fausse cécité de Célestine, l'identité réelle d'Éloise, leur tentative d'enquête sur la mort de Marcus. Mais comment avait-il pu percer le secret de Célestine? Cette dernière avait joué son rôle de femme aveugle avec une perfection consommée pendant des années. Comment? Chuchota Célestine, ses dernières illusions s'effondrant. Comment as-tu su? Vincent se dirigea vers le bar de la suite et se servit un cognac, prenant tout son temps pour répondre. Ma chère Célestine,
dit-il enfin. Crois-tu vraiment que je sois assez stupide pour ne pas surveiller ma propre fille, surtout après un accident aussi suspect que celui qui t'a supposedly rendu aveugle? Il but une gorgée de cognac, ses yeux ne quittant jamais le visage décomposé de sa fille. Des caméras, ma chérie, des dizaines de caméras cachées dans toute la maison. Je t'observe depuis des années. L'horreur de la révélation frappa Célestine comme un tsunami. Son père l'espionnait depuis des années, connaissant son secret le plus intime, la regardant vivre dans le mensonge jour après jour. Mais pourquoi » balbutia-t-elle. « Pourquoi ne rien dire? Pourquoi me laisser jouer cette comédie ?» Vincent éclata d'un rire sans joie. Parce que c'était utile, bien sûr. Une fille aveugle, c'est parfait pour éveiller la pitié, détourner l'attention des affaires que je mène. Personne ne soupçonne le père d'une handicapée de tremper dans des activités illégales. Héloïse comprenait maintenant l'ampleur de la perversité de Vincent Monclerc. Il avait utilisé sa propre fille comme couverture pour ses crimes, l'obligeant à vivre dans un mensonge permanent pour son propre bénéfice. « Et l'accident » demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Il n'y a jamais eu d'accident, n'est-ce pas » Vincent sourit, ce sourire terrifiant qui lui glaçait le sang. « Bien sûr que non. Célestine a parfaitement bien, elle a toujours vu parfaitement. Mais à 16 ans, elle a découvert quelque chose sur mes affaires, quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. « Papa » murmura Célestine, les larmes coulant librement sur ses joues. « Comment as-tu pu me faire ça ?» Vincent haussa les épaules avec une indifférence cruelle. « J'ai fait ce qui était nécessaire pour protéger nos intérêts. Tu étais young et stupide, prête à tout raconter à tes petites amies du lycée. Il fallait que je trouve un moyen de te faire taire. L'accident de voiture était le scénario parfait, un traumatisme si grave qu'il expliquerait pourquoi tu ne parlais plus jamais de ce que tu avais vu. » Il termina son cognac d'un trait, et cela a fonctionné à merveille, jusqu'à ce que Marcus arrive dans ta vie et réveille ta curiosité. Héloïse sentit la nausée monter en elle. Vincent Monclerc n'était pas seulement un criminel, c'était un monstre qui avait psychologiquement torturé sa propre fille pendant des années, l'obligeant à vivre dans un mensonge permanent sous la menace de représailles. « Vous êtes malade, » dit-elle, sa voix tremblant de rage et de dégoût. « Votre propre fille, comment avez-vous pu ?» Vincent se tourna vers elle avec ce regard glacial qui lui était maintenant familier. « Ma chère Héloïse, dans le monde où j'évolue, la sentimentalité est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. La famille, c'est un outil comme un autre, utile quand c'est nécessaire, jetable quand ça devient encombrant. » Dimitri applaudit lentement, un sourire sadique sur les lèvres. « Magnifique, Vincent, vraiment magnifique. Mais maintenant, il faut passer aux choses sérieuses. Ces deux femmes en savent trop, et nous ne pouvons pas nous permettre qu'elles parlent. » Il sortit un pistolet de sa veste et le pointa vers Héloïse. « Je propose qu'on commence par la petite journaliste. Un accident tragique, bien sûr. Une chute dans les escaliers, peut-être. »« Non !» hurla Célestine en se jetant devant Héloïse. « Je vous en supplie, laissez-la partir. Je ferai tout ce que vous voulez, je signerai tous les documents. J'épouserai Dimitri sans protester, mais laissez-la vivre. » Vincent échangea un regard avec Dimitri, comme s'ils se consultaient silencieusement. Puis il hocha la tête. « Très bien, ma chérie. Marchès, mais à une condition. Tu vas me dire exactement ce que Marcus avait découvert sur mes affaires et où il a caché les preuves. » Célestine hésita. Si elle révélait l'emplacement des documents cachés par Marcus, elle perdait son seul moyen de pression sur son père. Mais si elle refusait, Héloïse mourrait. Et au fond, que pouvait-elle faire contre Vincent et Dimitri, même avec ces preuves? Ils étaient cernés, sans alliés, sans moyen de s'échapper. Je ne sais pas où sont les preuves, dit-elle finalement. Marcus ne me l'a jamais dit. Il est mort avant d'avoir pu me révéler leur cachette. Dimitri ricana. Tu mens, petite garce. Marcus était trop épris de toi pour ne pas te mettre dans la confidence. Où sont-elles? Il appuya le canon de son arme contre la tempe d'Héloïse, qui sentit le métal froid contre sa peau. Je compte jusqu'à 3. 1. Héloïse ferma les yeux, se préparant à mourir. Elle pensait à Marcus, à ses parents adoptifs, à tous les articles qu'elle n'écrirait jamais. 2. Arrêtez! Cria une voix depuis la porte. Tous se retournèrent, stupéfaits, pour voir James Morrison debout dans l'encadrement, tenant à la main un téléphone portable. « Cette conversation est enregistrée depuis 10 minutes, » annonça le majordome d'une voix calme, « et elle est en train d'être retransmise en direct vers 3 commissariats de police différents. » Le silence qui suivit était assourdissant. Vincent et Dimitri regardèrent le majordome comme s'ils voyaient un fantôme.
James, balbutia Vincent. Qu'est-ce que tu... Mais James l'interrompit d'un geste de la main. Il y a des limites à ce qu'un homme peut accepter, monsieur Moncler. J'ai servi cette famille pendant 20 ans. J'ai fermé les yeux sur beaucoup de choses. Mais torturer psychologiquement votre propre fille, assassiner un innocent comme Marcus, menacer de tuer cette jeune femme, c'est là où je dis stop. Dimitri pivota vers James, son arme maintenant pointée sur le majordome. Espèce de traître, je vais te... Mais il ne put finir sa phrase. La porte de la suite explosa littéralement, et une équipe du raid fit irruption dans la pièce, armes au poing. Police, à terre, immédiatement! Les agents en tenue de combat se déployèrent avec une efficacité redoutable, encerclant Vincent et Dimitri avant qu'ils puissent réagir. Dimitri essaya de résister, pointant son arme vers les policiers, mais un tir de flashball le neutralisa instantanément. Il s'effondra sur le sol, convulsant. Vincent, plus pragmatique, leva les mains en l'air, mais ses yeux lancèrent des éclairs de rage pure vers James Morrison. « Tu vas me le payer », siffla-t-il between ses dents. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire. » James sourit pour la première fois depuis qu'Éloise le connaissait. « Oh si, monsieur Moncler, je sais exactement à qui j'ai affaire. C'est pour cela que j'ai contacté la police il y a 6 mois. 6 mois. » James Morrison était un agent infiltré depuis 6 mois. Éloise n'en revenait pas. Le majordome impassible qu'elle avait côtoyé tous les jours était en réalité un policier en mission d'infiltration. « Commandant Morrison, brigade financière », se présenta-t-il officiellement tandis que ses collègues passaient les menottes à Vincent et Dimitri. « Nous enquêtons sur les activités de Vincent Moncler depuis 2 ans. Le meurtre de Marcus Delacroix nous a donné l'occasion que nous attendions pour infiltrer son entourage. » Célestine s'effondra sur son lit, terrassée par l'émotion. « Marcus, » murmura-t-elle, « vous allez pouvoir prouver que mon père l'a tué ?» Le commandant Morrison hocha la tête. Grâce à l'enregistrement que nous venons de faire et aux preuves que Marcus avait rassemblées avant sa mort, nous avons largement de quoi inculper votre père pour meurtre, chantage, trafic d'œuvres d'art, blanchiment d'argent et une dizaine d'autres crimes. Il marqua une pause. D'ailleurs, nous avons trouvé la cachette de Marcus ce matin. « Vous l'avez trouvée » s'exclama Éloise. « Où était-elle » Morrison sourit. « Dans le dernier endroit où votre père aurait pensé à chercher. Les archives du journal où travaillait Marcus. Il avait créé un faux dossier d'enquête sur un autre sujet, mais à l'intérieur, il avait caché toutes les preuves contre Vincent Moncler. Photos, documents financiers, enregistrements, tout y était. » Il se tourna vers Célestine. « Votre fiancé était un homme remarquable, mademoiselle Moncler. Sans son travail, nous n'aurions jamais pu coincer votre père. » Les policiers évacuaient Vincent et Dimitri, tous deux menottés et furieux. En passant devant Célestine, Vincent s'arrêta et la regarda avec une haine pure. « Tu crois avoir gagné » cracha-t-il. « Tu ne sais rien de mes associés, rien de l'ampleur de mes réseaux. Ils viendront te chercher et quand ils le feront... » Un policier le poussa pour qu'il continue à avancer, mais le mal était fait. Même derrière les barreaux, Vincent Moncler restait dangereux. Quand le château fut enfin évacué par la police, un silence étrange s'installa. Éloise et Célestine étaient seules dans la suite, tentant de digérer les événements de la journée. « C'est fini », murmura Célestine, mais sa voix manquait de conviction. « Est-ce que c'est vraiment fini ?» Éloise s'assit à côté d'elle sur le lit. « Votre père va être jugé et condamné. Dimitri aussi. Ils ne pourront plus vous faire de mal. »« Mais vous avez entendu ce qu'il a dit ?» insista Célestine. « Il a des associés, des complices. Et s'ils viennent me chercher pour se venger ?» Éloise prit la main de Célestine dans la sienne. « Alors nous nous battrons. Ensemble. Vous n'êtes plus seule, Célestine. Vous avez des alliés maintenant. » Elle marqua une pause. « Et puis, vous n'avez plus besoin de prétendre être aveugle. Vous pouvez enfin vivre votre vraie vie. » Célestine tourna vers elle ses beaux yeux verts. Et pour la première fois depuis qu'elle se connaissait, son regard était totalement libre, sans masque, sans mensonge. « Vous savez, » dit-elle avec un petit sourire, « cela va être étrange de ne plus avoir à jouer la comédie. J'ai fait ça pendant si longtemps que j'avais presque oublié qui j'étais vraiment. » Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le paysage without sa canne pour la première fois en public depuis des années. « À qui êtes-vous vraiment, Célestine Moncler ?» demanda doucement Éloise. La jeune héritière resta longtemps silencieuse, contemplant les jardins du château qui seraient bientôt confisqués par la justice. « Je suis une femme de 25 ans qui a perdu 9 années de sa vie à vivre dans le mensonge, » dit-elle finalement. « Je suis quelqu'un où a laissé la peur dicter ses choix, qui a accepté d'être une victime, plutôt que de se battre. » Elle se tourna vers Éloise. «
Mais Marcus m'avait redonné espoir. Il m'avait convaincu que je pouvais reprendre le contrôle de ma vie. Et vous le pouvez, dit Héloïse avec conviction. Vous êtes libre maintenant. Vous pouvez être qui vous voulez, faire ce que vous voulez. Célestine hocha la tête, mais ses yeux étaient tristes. Libre, mais seule, Marcus n'est plus là pour partager cette liberté avec moi. Elle s'essuya discrètement une larme. Il avait tant de projets pour nous deux. Il voulait m'emmener en voyage autour du monde, me montrer tous les endroits magnifiques qu'il avait visités pour ses reportages. Il disait qu'il m'apprendrait à voir le monde avec de nouveaux yeux. Héloïse sentit son cœur se serrer. Marcus manquait à Célestine, mais il lui manquait aussi. Son grand frère adoptif, celui qui l'avait sauvé de l'orphelinat, celui qui l'avait encouragé à devenir journaliste, celui où croyait en elle, plus qu'elle ne croyait en elle-même. « Il serait fier de vous », dit-elle doucement. « Il serait fier de voir comme vous vous êtes battu, comme vous avez refusé d'abandonner même quand tout semblait perdu. Croyez-vous qu'il m'aurait pardonné ?» demanda soudain Célestine. « D'avoir été lâche pendant toutes ces années ? D'avoir laissé mon père me manipuler ? D'avoir vécu dans le mensonge au lieu de me rebeller ?» Héloïse n'hésita pas une seconde. « Il n'y a rien à pardonner, Célestine. Vous étiez une adolescente terrorisée par un père manipulateur. Vous avez fait ce qu'il fallait pour survivre. Marcus le comprenait, j'en suis sûr. » Un coup frappé à la porte les interrompit. Le commandant Morrison entra, ayant troqué son déguisement de majordome contre un costume civil. « Mesdames, dit-il poliment, j'ai quelques questions à vous poser pour finaliser notre enquête. Et puis, il y a certaines choses que vous devez savoir concernant l'avenir. » Il s'assit dans le fauteuil en face d'elle. « Tout d'abord, je dois vous informer que ce château et tous les biens de Vincent Moncler vont être saisis par la justice. L'argent servira à dédommager les victimes de ces crimes. » Célestine hocha la tête. « Je m'en doutais. Et c'est justice. » Morrison la regarda avec respect. « Cependant, mademoiselle Moncler, il y a une somme d'argent qui vous revient légalement. Votre mère, décédée quand vous aviez 5 ans, avait constitué un trust fund à votre nom, géré par un cabinet d'avocats indépendant de votre père. Cet argent n'a jamais été touché par les activités criminelles de Vincent Moncler. » Il lui tendit une enveloppe. « Il s'agit d'environ 2 millions d'euros. De quoi vous permettre de recommencer votre vie dans de bonnes conditions. 2 millions d'euros. » Célestine regardait l'enveloppe comme si elle contenait des serpents venimeux. « Je ne veux pas de cet argent, » dit-elle finalement. « Il vient de ma famille, et ma famille m'a fait trop de mal. » Morrison secoua la tête. « Cet argent vient de votre mère, mademoiselle, une femme que votre père a probablement empoisonnée quand elle a commencé à poser trop de questions sur ses affaires. » Il marqua une pause pour laisser l'information pénétrer. « Elle avait prévu cet héritage pour vous protéger, au cas où il arriverait quelque chose. C'est son dernier cadeau. » L'idée que sa mère ait pu être assassinée par Vincent frappa Célestine comme un coup de massue. « Ma mère ?» murmura-t-elle. « Il a tué ma mère aussi ?» Morrison hocha gravement la tête. « Nous n'avons pas assez de preuves pour l'inculper pour ce crime. Cela remonte à 20 ans. Mais tous les indices pointent dans cette direction. Votre mère était une femme intelligente. Elle commençait à découvrir la vraie nature des activités de son mari. » Il se pencha vers Célestine. « Acceptez cet héritage, mademoiselle. Votre mère aurait voulu que vous l'utilisiez pour construire une vie libre et heureuse. » Célestine prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. « Et pour Héloïse ?» demanda-t-elle soudain. « Qu'est-ce qui va lui arriver ?» Morrison se tourna vers la jeune journaliste. « Mademoiselle Beaumont est libre de reprendre sa carrière. En fait, son infiltration dans ce château, même si elle était motivée par des raisons personnelles, nous a été extrêmement utile. Elle a contribué à faire tomber l'un des plus grands criminels de France. » Il sourit. « J'imagine qu'elle aura matière à écrire un article remarquable sur cette affaire. » Un article. Héloïse n'y avait même pas pensé. L'histoire de Vincent Moncler, de sa fille qu'il avait forcé à feindre la cécité, de l'enquête secrète de Marcus et de sa mort, c'était effectivement le scoop du siècle. Le genre d'article qui pouvait relancer une carrière et changer des vies. « commença-t-elle, puis elle regarda Célestine. « Je ne sais pas si je veux écrire cette histoire. Cela signifierait révéler votre secret, exposer votre vie privée au public. » Célestine réfléchit un moment, puis prit la main d'Héloïse. « Écrivez cette histoire, Héloïse. Écrivez-la pour Marcus, pour toutes les victimes de mon père, pour toutes les femmes qui vivent dans le mensonge et la peur. » Ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. « Écrivez-la pour que le sacrifice de Marcus ait un sens. » Elle marqua une pause. « Mais écrivez-la avec compassion. Montrez Tat, les victimes peuvent devenir des survivantes. » Morrison se leva,
signifiant que l'entrevue était terminée. « Vous avez quelques jours pour rassembler vos affaires personnelles avant que le château soit scellé, » dit-il. « Après cela, vous serez libre de recommencer votre vie où vous voudrez. » Il se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Oh, et mesdames, soyez prudentes dans les semaines qui viennent. Vincent Monclerc avait effectivement des associés, et certains d'entre eux sont encore en liberté. Nous vous fournirons une protection, mais restez vigilantes. » Après son départ, Célestine et Éloise se retrouvèrent à nouveau seules. Le château, si oppressant quelques heures plus tôt, semblait maintenant étrangement vide et silencieux. « Qu'allez-vous faire maintenant » demanda Éloise. Célestine haussa les épaules. « Je n'en sais rien. Pour la première fois de ma vie, j'ai le choix. C'est terrifiant et excitant à la fois. » Elle regarda Around la suite qui avait été sa prison dorée pendant tant d'années. « Et vous » Éloise réfléchit. « Je vais écrire l'article sur cette affaire comme vous me l'avez demandé. Puis, je ne sais pas. Peut-être que je vais prendre des vacances. Cela fait longtemps que je n'ai pas eu le temps de souffler. » Elle sourit. « Marcus me disait toujours que je travaillais trop, que je devrais prendre le temps de vivre. » Une idée lui vint soudain. « Célestine, vous devriez venir avec moi. Nous pourrions voyager ensemble, découvrir le monde like Marcus l'avait prévu avec vous. » L'idée sembla séduire Célestine. « Vous feriez ça? Voyager avec moi ?» Éloise hocha la tête. Marcus était notre lien commun. Il nous a réunis, d'une certaine façon. Et puis, elle hésita, puis continua. « Vous me rappelez la sœur que je n'ai jamais eue. Nous avons traversé tout cela ensemble. Nous pourrions continuer ensemble. » Célestine sourit, et cette fois, son sourire était genuin et lumineux. « J'aimerais beaucoup, Éloise. J'aimerais vraiment beaucoup. » Elles passèrent les heures suivantes à faire leur bagage et à trier les affaires personnelles de Célestine, séparant ce qui avait une valeur sentimentale de ce qui n'était que des objets luxueux, without âme. Célestine découvrait avec stupeur qu'elle avait finalement très peu de choses qui lui tenaient vraiment à cœur. Quelques photos d'elle et de Marcus, une partition de piano que sa mère lui avait offerte avant de mourir, et curieusement, le journal intime qu'elle tenait secrètement depuis l'âge de 16 ans, celui où elle avait consigné toutes ses vraies pensées pendant ses années de mensonges. « Vous saviez » dit-elle à Éloise en feuilletant les pages. « Parfois, quand la situation devenait vraiment intolérable, j'imaginais que quelqu'un viendrait me sauver. Une sorte de chevalier en armure, ou plutôt, elle rougit légèrement. Une sœur de cœur qui comprendrait ma situation et m'aiderait à m'en sortir. » Elle regarda Éloise avec émotion. « Je n'aurais jamais imaginé que cette personne porterait le nom de famille de Marcus et viendrait déguisée en femme de ménage. » Éloise sentit les larmes lui monter aux yeux. « Marcus avait raison, Abouvou. Il disait toujours que vous étiez la femme la plus forte qu'il ait jamais rencontrée, même si vous ne le saviez pas vous-même. » Elle prit les mains de Célestine dans les siennes. « Il serait si fier de voir comme vous avez trouvé le courage de vous libérer. » Elles restèrent ainsi un moment, unies par leur chagrin commun, mais aussi par l'espoir d'un avenir différent. Un bruit sourd à l'extérieur les fit sursauter. Éloise se précipita à la fenêtre et vit plusieurs camions noirs garés dans la cour du château. Des hommes en costume sombre en descendaient, mais ce n'étaient visiblement pas des policiers. « Célestine, » dit-elle d'une voix blanche, « nous avons un problème. » La jeune femme la rejoignit à la fenêtre et pâlit en voyant la scène. « Les associés de mon père, » murmura-t-elle. « Morrison nous avait prévenu qu'il pourrait venir. » Les hommes se déployaient autour du château avec l'efficacité d'une unité militaire. Il était clair qu'ils n'étaient pas là pour négocier. « Il faut partir, » dit Éloise en attrapant son sac. « Tout de suite. » Mais Célestine secoua la tête. « Il n'y a qu'une seule route pour sortir du domaine, et il la contrôle certainement déjà. Nous sommes piégés. » Elle réfléchit rapidement. « Mais je connais ce château par cœur. Il y a des passages secrets que même mon père ignorait, des souterrains qui datent du Moyen-Âge. »« Des souterrains ?» répéta Éloise, incrédule. Célestine hocha la tête. « J'ai exploré tout ce château pendant mon enfance, avant que tout devienne compliqué. » Elle se dirigea vers sa bibliothèque et appuya sur un mécanisme dissimulé. Un pan de mur pivota silencieusement, révélant un escalier étroit qui plongeait dans l'obscurité. « Ce passage mène aux caves, et des caves. On peut atteindre les bois. » Elle prit une lampe torche dans un tiroir. « Vous me faites confiance ?» Éloise n'hésita pas une seconde. « Avec ma vie !» Elles entendirent des éclats de voix dans les couloirs, des ordres criés en plusieurs langues. Les hommes de Vincent étaient entrés dans le château et défouillaient méthodiquement chaque pièce. « Allons-y !» chuchota Célestine en s'engageant dans le passage secret. « Et surtout, ne faites aucun bruit, ces murs portent loin. »
L'escalier était étroit et humide, taillé à même la pierre. Héloïse avait l'impression de descendre dans les entrailles de la terre. L'air devenait de plus en plus frais et chargé d'odeurs de moisissure. Derrière elle, les voix des hommes résonnaient dans le château de plus en plus proches. Là, entendirent-elles soudain. Quelqu'un a fouillé dans cette suite. Elles ne peuvent pas être loin. Le bruit des pas précipités se rapprochait dangereusement. Plus vite, murmura Célestine en accélérant l'allure. Elles atteignirent enfin le fond du souterrain, une cave voûtée qui sentait le renfermer et l'humidité. Célestine dirigea sa lampe vers le fond de la pièce, révélant une grille de fer forgé. « Cette sortie donne directement dans les bois », expliqua-t-elle, while sortant une clé ancienne de sa poche. Mon arrière-grand-père l'utilisait durant la Résistance pour faire sortir des agents britanniques du château. La grille s'ouvrit avec un grincement sinistre qui résonna dans tout le souterrain. Héloïse retint son souffle, espérant que le bruit n'avait pas alerté leurs poursuivants. Elles se glissèrent à l'extérieur et se retrouvèrent dans une clairière au milieu des bois, à environ 1 kilomètre du château. « Par là », dit Célestine en pointant vers le nord. « Il y a un village à 3 kilomètres. Nous pourrons appeler la police. » Elles se mirent à marcher rapidement à travers les arbres, trébuchant parfois sur les racines dans la pénombre. Derrière elles, elles entendaient des cris de rage. Leurs poursuivants avaient découvert le passage secret. Il ne leur faudrait pas longtemps pour les rattraper. « Célestine » dit Héloïse essoufflée. « Que voulaient ces hommes exactement? Pourquoi prendre le risque de venir ici alors que votre père est en prison? » « Mon père détenait des informations sur beaucoup de personnes très puissantes, » répondit Célestine while poussant une branche où lui barrait le chemin. « Des hommes politiques, des chefs d'entreprise, des criminels internationaux. Maintenant qu'il est arrêté, ils ont peur qu'il parle pour négocier sa peine. » Elle s'arrêta soudain tendant l'oreille. « Ils pensent probablement que je pourrais avoir accès à ces informations, que je pourrais les faire chanter à mon tour. » Des bruits de pas résonnaient maintenant dans les bois derrière elle. Leurs poursuivants les avaient retrouvés. « Courez !» cria Célestine en attrapant la main d'Héloïse. Elles se mirent à sprinter entre les arbres, leurs sacs battant contre leur dos, leur cœur battant à tout rompre. Les voix de leurs poursuivants se rapprochaient inexorablement. Ces hommes connaissaient visiblement bien la région et ils gagnaient du terrain. Soudain, Célestine trébucha sur une racine et s'étala de tout son long. « Mon cheville !» gémit-elle. « Je crois qu'elle est foulée. » Héloïse l'aida à se relever, mais il était clair que Célestine ne pourrait plus courir. « Laissez-moi !» dit cette dernière. « Sauvez-vous, Héloïse. » Mais la journaliste secoua fermement la tête. « Jamais. Nous sommes ensemble dans cette histoire, nous en sortirons ensemble. » Elle passa le bras de Célestine autour de son cou et l'aida à marcher, mais leur progression était maintenant beaucoup plus lente. Les voix derrière elle se rapprochaient dangereusement. « Là-bas !» entendirent-elles crier. « Je les vois !» Un coup de feu retentit et une balle siffla près de leur tête, s'écrasant against un arbre dans une explosion d'écorce. Ces hommes tiraient pour tuer. C'est alors qu'Héloïse aperçut quelque chose qui lui redonna espoir. Des lumières à travers les arbres. Le village. Elles étaient almost arrivées. « Tenez bon !» dit-elle à Célestine. « Nous y sommes presque. » Mais leur soulagement fut de courte durée. D'autres hommes en costume noir sortirent du village et venaient dans leur direction. Ils étaient pris en tenaille, sans échappatoire possible. « C'est fini !» murmura Célestine. « Ça fait 100 contre un arbre. Nous sommes cernés. » Héloïse regarda autour d'elle, cherchant désespérément une issue. C'est alors qu'elle aperçut quelque chose d'inespéré. Une voiture de police qui patrouillait sur la route qui longeait la forêt. Sans hésiter, elle sortit son téléphone et alluma la lampe, l'agitant frantically en direction de la route while criant à tue-tête « À l'aide ! Police !» La voiture de police s'arrêta brusquement et 2 agents en sortirent, armes au poing. L'un d'eux parlait rapidement dans sa radio while l'autre se dirigeait vers la forêt. « Police !» cria-t-il. « Identifiez-vous !» Les hommes en costume noir, pris au dépourvu par l'arrivée de la police, commencèrent à battre en retraite. Certains tentèrent même de fuir en courant, abandonnant leur mission. En quelques minutes, la forêt grouilla de policiers. Le commandant Morrison arriva sur les lieux, encore plus en colère qu'Héloïse ne l'avait jamais vu. « Mesdames, dit-il d'un ton sévère, je vous avais dit de rester prudentes. Qu'est-ce qui vous a prise de rester au château, alors que nous savions que des associates de Vincent pourraient venir ?» Héloïse baissa la tête, honteuse. « Nous pensions avoir le temps de récupérer nos affaires. Vous avez eu de la chance, » continua Morrison, while les policiers emmenaient les hommes capturés. « Ces gens ne plaisantaient pas. Ils avaient des ordres très précis vous concernant. » Il regarda Célestine
qui faisait soigner sa cheville foulée par un paramédic. Mademoiselle Moncler, il va falloir que nous parlions sérieusement de protection témoin. Ces hommes ne vont pas abandonner aussi facilement, ils reviendront, et la prochaine fois, nous ne serons peut-être pas là à temps. Célestine hocha la tête, comprenant la gravité de la situation. Que proposez-vous? Morrison réfléchit un moment. Nous allons vous installer dans une maison sécurisée, le temps que nous neutralisions le reste du réseau de votre père. Cela peut prendre plusieurs mois. Il se tourna vers Éloise. Vous aussi, mademoiselle Beaumont. Votre témoignage est crucial pour l'enquête, et ces hommes vous considèrent maintenant comme une menace. Plusieurs mois enfermés dans une maison sécurisée. Éloise sentit son cœur se serrer à cette perspective. Elle qui avait toujours aimé sa liberté, qui avait choisi le métier de journaliste précisément pour pouvoir voyager et rencontrer des gens, voilà qu'elle allait devoir vivre comme une recluse. Mais en regardant Célestine, elle comprit qu'elle n'avait pas le choix. Elles étaient liées maintenant, pour le meilleur et pour le pire. Il y a autre chose, ajouta Morrison d'un ton plus grave. Nous avons interrogé Vincent Moncler cet après-midi. Il a accepté de coopérer en échange d'une réduction de peine. Il marqua une pause. Il nous a révélé l'existence d'un contrat sur vos têtes, toutes les deux. 1 million d'euros pour vous éliminer, before que vous ne puissiez témoigner au procès. Un frisson glacial parcourut l'échine d'Éloise. Un contrat de 1 million d'euros. Cela signifiait que des tueurs professionnels du monde entier allaient se lancer à leur trousse. « Mon Dieu !» murmura Célestine, son visage perdant toute couleur. « Il veut vraiment nous voir mortes. » Morrison hocha gravement la tête. Vincent Moncler n'est pas homme à laisser des témoins gênants en vie, même si ce témoin est sa propre fille. D'où l'urgence de vous mettre en sécurité. Il fit signe à ses hommes. Nous partons immédiatement. La maison sécurisée est dans les Alpes, loin de tout. Vous y serez en sécurité le temps que nous démantelons ce réseau. Le trajet jusqu'à la maison sécurisée se déroula en silence, dans une voiture aux vitres teintées, escortée par 2 véhicules de police banalisés. Éloise regardait défiler le paysage français, se demandant quand elle pourrait à nouveau voyager librement. À côté d'elle, Célestine dormait, épuisée par les émotions de la journée. Dans le sommeil, elle paraissait si jeune, si fragile. Difficile d'imaginer que cette femme avait survécu à 9 années de manipulation psychologique. La maison sécurisée était un chalet isolé perché sur une montagne, accessible seulement par une route sinueuse, gardée par des barrages de police. L'endroit était magnifique, mais terriblement isolé, entouré de forêts de sapins et de sommets enneigés. « Bienvenue dans votre nouveau foyer temporaire », dit Morrison tandis qu'ils déchargeaient leurs bagages. « Vous aurez 2 agents de protection en permanence, plus une équipe de surveillance électronique. » L'intérieur du chalet était confortable mais spartiate. Meubles fonctionnels, système de sécurité high-tech, provisions pour plusieurs semaines. « Internet ?» demanda Éloise, pensant à l'article qu'elle devait écrire. Morrison hocha la tête. « Connexion sécurisée, mais toutes vos communications seront surveillées, pour votre sécurité. » Il leur remit à chacune un téléphone portable spécial. Numéro d'urgence, en cas de problème. Et surtout, ne sortez pas du périmètre sécurisé sous aucun prétexte. Les premiers jours dans le chalet furent étranges. Après des mois de tension et de danger, cette sécurité forcée créait une atmosphère irréelle. Éloise passait ses journées à écrire l'article sur l'affaire Moncler, tentant de retranscrire fidèlement tous les événements qui avaient mené à la chute du milliardaire criminel. Célestine, elle, découvrait pour la première fois de sa vie adulte ce que signifiait vivre sans contrainte, sans surveillance paternelle, sans avoir à jouer un rôle. « C'est étrange », confia-t-elle un soir alors qu'elle dînait devant la cheminée, « de pouvoir simplement être moi-même, de regarder where je veux regarder, de dire ce que je pense really, de ne pas avoir à calculer chaque geste. » Elle porta sa tasse de thé à ses lèvres, ses yeux verts reflétant la lueur des flammes. « Pendant des années, j'ai rêvé de cette liberté. Maintenant qu'elle est là, je ne sais pas quoi en faire. » Éloise leva les yeux de son ordinateur portable. « Donnez-vous du temps. 9 années de mensonges, cela ne s'efface pas en quelques jours. » Elle sauvegardera son travail et ferma l'écran. « Racontez-moi plutôt qui vous étiez avant l'accident fictif. Qui était Célestine à 16 ans ?» Un sourire nostalgique éclaira le visage de la jeune femme. « J'étais rebelle, têtue. Je voulais étudier l'art, devenir restauratrice de tableaux anciens. Je rêvais de parcourir le monde pour découvrir des œuvres perdues. Ces rêves sont toujours possibles, dit doucement Éloise. Vous avez 25 ans, vous êtes libre, vous avez les moyens financiers. Rien ne vous empêche de reprendre ces études interrompues. » Célestine secoua la tête avec tristesse. 9 années.
C'est énorme dans une vie. J'ai l'impression d'être une étrangère pour moi-même. Comment rattraper tout ce temps perdu? Héloïse se leva et vint s'asseoir à côté d'elle sur le canapé. On ne rattrape pas le temps perdu, Célestine. On construit sur ce qu'on a appris. Et vous avez appris des choses que très peu de personnes connaissent. La survie, la résilience, la force de caractère. Au fil des semaines, les deux femmes développèrent une amitié profonde, forgée dans l'adversité, mais nourrie par une affection sincère. Héloïse admirait le courage de Célestine, sa capacité à se reconstruire après tant d'années de manipulation. Célestine, elle, était fascinée par l'indépendance d'Héloïse, par sa passion pour la vérité et la justice. Elle parlait pendant des heures de leurs rêves, de leurs peurs, de l'avenir qu'elle voulait construire. « J'ai terminé l'article », annonça un jour Héloïse. « Voulez-vous le lire avant que je l'envoie à mon éditeur ?» Célestine acquiesça et Héloïse lui tendit l'ordinateur. Pendant 1 heure, la jeune héritière lut en silence le récit de sa propre histoire, revivant les événements terrifiants des derniers mois. Quand elle eut terminé, ses yeux étaient humides. « C'est bouleversant, » dit-elle. « Vous avez réussi à retranscrire non seulement les faits, mais aussi les émotions. On ressent la peur, l'espoir, le désespoir. Y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez que je modifie ?» demanda Héloïse. Célestine réfléchit. « Non, c'est notre vérité, avec toute sa complexité et sa douleur. » Elle marqua une pause. « Juste, à la fin, pourriez-vous ajouter quelque chose ?» Héloïse hocha la tête. « Bien sûr. Quoi ?» Célestine sourit, ce sourire lumineux qu'Héloïse apprenait à aimer. Que parfois les victimes trouvent dans leur malheur non seulement la force de survivre, mais aussi des liens qui changent leur vie à jamais. L'article d'Héloïse fit sensation quand il fut publié. La fille du milliardaire n'était pas aveugle. Révélation sur l'affaire Moncler devint virale en quelques heures. Les médias du monde entier reprirent l'histoire, les réseaux sociaux s'enflammèrent et l'opinion publique réclamait justice. Vincent Moncler, déjà incarcéré, vit ses conditions de détention se durcir considérablement quand les autres détenus apprirent qu'il avait fait à sa propre fille. « Commandant Morrison au téléphone », annonça l'un des agents de protection. Héloïse prit l'appel, espérant des nouvelles positives. « Héloïse, excellente nouvelle. Nous avons démantelé la majeure partie du réseau de Vincent. 12 arrestations ces dernières semaines, y compris plusieurs des hommes qui vous ont poursuivi dans la forêt. » La voix du policier était triomphante. De plus, votre article a provoqué une véritable onde de choc. 3 autres victimes de Vincent sont sorties du silence pour témoigner. Le dossier est maintenant béton. « Et le contrat sur nos têtes ?» demanda Héloïse, n'osant espérer. « Annulé », répondit Morrison avec satisfaction. Quand les associés de Vincent ont vu l'ampleur des révélations et l'attention médiatique, ils ont préféré couper tous les liens avec lui. Faire tuer 2 femmes qui sont maintenant sous les projecteurs aurait été de la pure folie. Il marqua une pause. « Vous pouvez sortir de la maison sécurisée quand vous voulez. Vous êtes libre. Libre. » Le mot résonna dans l'esprit d'Héloïse comme une cloche de cathédrale. Après des mois de captivité dorée, elles allaient enfin pouvoir reprendre le cours normal de leur vie. Elle raccrocha et se précipita pour annoncer la nouvelle à Célestine, qu'elle trouva sur la terrasse du chalet, admirant le paysage montagnard dans la lumière dorée du couchant. « Nous sommes libres », annonça-t-elle simplement. Célestine se tourna vers elle et son sourire illumina son visage tout entier. « Vraiment ?» Héloïse hocha la tête et les 2 femmes se jetèrent dans les bras l'une de l'autre, riant et pleurant à la fois. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» demanda Célestine quand leurs émotions se furent calmées. Héloïse réfléchit. « Nous allons faire ce que Marcus aurait voulu que nous fassions. Nous allons vivre, pleinement, intensément, librement. » Elles quittèrent le chalet le lendemain matin, leurs sacs bouclés, le cœur léger pour la première fois depuis des mois. Le trajet du retour vers Paris se fit dans une ambiance de fête, avec des projets plein la tête. « Je vais reprendre mes études », annonça Célestine. « L'art, comme j'en rêvais à 16 ans. Il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves, n'est-ce pas ?» Héloïse sourit. « Jamais. Et moi, je vais prendre ces vacances que j'ai toujours remises. Nous pourrions voyager ensemble, comme nous l'avions dit. J'aimerais commencer par l'Italie, » dit Célestine, les yeux brillants d'anticipation. Marcus me parlait toujours de Florence, des musées, des œuvres d'art. Il disait que c'était la plus belle ville du monde. Héloïse sentit son cœur se serrer doucement. Marcus was always présent dans leur conversation, comme un ange gardien bienveillant qui continuait à veiller sur elle. « Florence, c'est parfait, » acquiesça-t-elle. « Nous y resterons le temps qu'il faudra pour que vous découvriez tout ce que vous avez envie de voir. » 6 mois plus tard,
Vincent Moncler était condamné à 30 ans de prison ferme pour meurtre, chantage, trafic d'œuvres d'art et de multiples autres crimes. Dmitri Volkov écopa de 25 ans pour complicité de meurtre et tentative d'enlèvement. Le procès, largement médiatisé, marqua l'opinion publique par le témoignage poignant de Célestine, qui raconta avec une dignité bouleversante les années de manipulation psychologique qu'elle avait subies. Héloïse, devenue l'une des journalistes d'investigation les plus respectées de France, grâce à son article sur l'affaire Moncler, couvrait le procès pour plusieurs médias internationaux. Voir Vincent menotté, vieilli, défait, lui procura une satisfaction qu'elle n'aurait jamais imaginé éprouver. Justice était enfin rendue pour Marcus et pour toutes les autres victimes de cet homme sans scrupules. « Ça, comment vous sentez-vous » demanda-t-elle à Célestine à la sortie du tribunal, après le prononcé de la sentence. La jeune femme, élégante dans son tailleur bleu marine, sourit avec sérénité. « Apaisée » répondit-elle simplement. « Pour la première fois depuis des années, je me sens vraiment en paix. » Elle regarda le bâtiment du tribunal derrière elle. « Mon père ne pourra plus faire de mal à personne. Marcus peut enfin reposer en paix. » Elles prirent un taxi pour se rendre à l'aéroport. Le lendemain, elles s'envolaient pour Florence, accomplissant enfin ce voyage que Marcus avait tant souhaité faire avec Célestine. « Vous savez, » dit cette dernière while regardant Paris défiler par la vitre, « je crois que Marcus serait fier de nous. Nous avons transformé sa mort en quelque chose de positif. Nous avons fait triompher la justice. » Héloïse prit sa main et la serra doucement. « Il serait fier, j'en suis sûr. Et il serait heureux de voir que nous avons trouvé une famille l'une en l'autre. » À Florence, Célestine s'inscrivit à l'université pour reprendre des études d'histoire de l'art, rattrapant avec une passion dévorante toutes ces années perdues. Héloïse, elle, se découvrit une love pour la photographie, documentant leur voyage et les découvertes artistiques de son ami. Elles louèrent un petit appartement avec vue sur l'Arno, néard du Ponte Vecchio que Marcus avait tant voulu leur faire découvrir. « Regardez !» dit un matin Célestine en montrant à Héloïse un tableau de la Renaissance dans le petit musée qu'elle visitait. Cette femme dans le portrait, on dirait qu'elle sort d'un cauchemar but qu'elle regarde maintenant vers la lumière. Héloïse étudia l'œuvre, frappée par la justesse de l'observation. « C'est exactement ça, » murmura-t-elle. « Elle a survécu à l'obscurité, et maintenant, elle embrasse la lumière. » Elles se regardèrent, comprenant que Célestine parlait d'elle-même, de son propre parcours vers la liberté. Le soir, elles s'installèrent souvent sur la terrasse de leur appartement pour regarder le coucher de soleil sur la ville. « Vous savez, » dit un jour Célestine, « je comprends maintenant what Marcus voulait dire quand il parlait de voir le monde avec de nouveaux yeux. Ce n'est pas seulement voir des paysages ou des œuvres d'art. C'est voir les possibilités, l'espoir, la beauté même dans les moments les plus sombres. » Elle sourit à Héloïse. « C'est ce que vous m'avez appris. Et vous m'avez appris le courage, » répondit Héloïse. « Le courage de continuer même quand tout semble perdu, la force de se reconstruire après avoir tout perdu. » Elle leva son verre de vin italien vers le ciel rougeoyant. « À Marcus, qui nous a réunis à travers sa mort pour nous donner une nouvelle vie. » Célestine leva son verre à son tour. « À Marcus et à l'avenir qui nous attend. » Un an plus tard, Célestine soutenait brillamment sa première année d'études, pendant qu'Héloïse publiait un livre sur l'affaire Moncler qui devenait un best-seller international. Elles étaient devenues inséparables, sœurs de cœur forgées dans l'adversité et unies par un lien plus fort que le sang. L'héritage de Marcus n'était pas seulement la justice qu'il avait contribué à faire triompher, mais aussi cette amitié extraordinaire née de son sacrifice. « Nous devrions écrire à Marcus », dit un jour Célestine Weil, qu'elle se promenait le long de l'Arno. « Je sais que cela peut paraître étrange, mais j'aimerais lui raconter notre vie, nos découvertes, nos projets. » Héloïse sourit. « C'est une belle idée. Nous pourrions le faire chaque année, à l'anniversaire de sa mort. Une façon de garder sa mémoire vivante. » Elles achetèrent du papier à lettres dans une jolie papeterie florentine et passèrent l'après-midi à écrire une longue lettre à Marcus, lui racontant leurs aventures italiennes, leurs études, leurs découvertes, leurs rêves d'avenir. « Cher Marcus, » écrivait-elle, « tu serais si fier de voir comme Célestine s'épanouit dans ses études. Elle a une passion pour l'art de la Renaissance, qui n'a d'égal que son talent pour comprendre et restaurer les œuvres anciennes. Quant à moi, j'ai découvert que la photographie me permettait de raconter des histoires autrement que par les mots. Nous travaillons ensemble sur un projet de livre photographique sur les femmes artistes oubliées de Florence. Tu vois, ton amour de l'art et de la justice continue à nous inspirer. »
Elles terminèrent à la lettre en promettant à Marcus de continuer à vivre pleinement, de ne jamais oublier les leçons apprises pendant ces mois terrifiants, et surtout de prendre soin l'une de l'autre comme il l'aurait voulu. « Ton sacrifice n'a pas été vain », concluait-elle. « Il a donné naissance à quelque chose de beau, une amitié éternelle et une nouvelle chance de bonheur. Nous t'aimons et nous ne t'oublierons jamais. » Elles glissèrent la lettre dans une enveloppe qu'elles cachèrent dans un livre d'art consacré aux chefs-d'œuvre de Florence, symboliquement enterré dans cette ville que Marcus avait tant aimée. C'était leur façon de lui dire au revoir, mais aussi de lui promettre que son héritage continuerait à vivre à travers leur amitié et leurs accomplissements. Le temps passa, emportant avec lui les cauchemars et les peurs fort laissées place à des souvenirs heureux et à des projets d'avenir. Célestine obtint son diplôme avec mention et fut immédiatement embauchée par l'un des musées les plus prestigieux de Florence. Héloïse, elle, devint correspondante en Italie pour plusieurs journaux français, combinant sa passion pour l'investigation et sa nouvelle love pour la photographie. « Savez-vous ce qui me rend le plus heureuse ?» demanda un jour Célestine Weil, qu'elle célébrait son diplôme dans un restaurant surplombant la ville. « C'est de me réveiller chaque matin en being qui je suis vraiment, sans masque, sans mensonge, sans peur. » Elle leva son verre de Prosecco. « C'est le plus beau cadeau que vous m'ayez fait, Héloïse. La liberté d'être moi-même. Et vous m'avez appris que la famille ne se limite pas aux liens du sang, » répondit Héloïse en trinquant. « Que parfois, les liens les plus forts naissent des épreuves partagées et de la confiance mutuelle. » Elle regarda le panorama de Florence qui s'étendait sous leurs yeux, illuminé par les derniers rayons du soleil. « Marcus serait si heureux de nous voir ici, accomplie et heureuse. » 3 ans après leur première rencontre dans le château des Montclair, Héloïse et Célestine étaient devenues 2 femmes épanouies, chacune ayant trouvé sa voie et construit une nouvelle vie loin des ombres du passé. Vincent Montclair croupissait en prison, largement oublié du monde extérieur, while ses anciennes victimes prospéraient et réalisaient leurs rêves les plus chers. « Vous savez, » dit Célestine un soir qu'elle regardait les étoiles depuis terre-terrasse, « parfois je me demande ce qui serait arrivé si vous n'étiez pas venu au château ce jour-là. » Héloïse réfléchit. « Nous nous serions rencontrés d'une autre façon, j'en suis sûr. Marcus nous était destiné à nous trouver, d'une façon ou d'une autre. » Elle sourit dans l'obscurité. « Et puis, qui sait, peut-être qu'avec votre intelligence et votre détermination, vous auriez fini par vous libérer toute seule. »« Non, » dit doucement Célestine. « J'avais besoin de vous, Héloïse. J'avais besoin de quelqu'un qui believe en moi, qui me donne la force de croire en moi-même. » Elle marqua une pause. « C'est cela, la vraie magie de notre histoire. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une vengeance ou d'une justice rendue. C'est l'histoire de 2 femmes qui ont trouvé l'une dans l'autre la force de se transformer et de transformer leur douleur en quelque chose de beau. Et c'est ainsi que se termina l'histoire de la fille du milliardaire qui n'était pas aveugle et de la femme de ménage qui découvrit la vérité. Non pas dans la violence ou la tragédie, mais dans l'amitié, l'espoir et la possibilité infinie de renaissance que porte chaque nouveau jour. Marcus Delacroix, du haut de son paradis de journaliste idéaliste, souriait en voyant que son sacrifice had donné naissance à quelque chose de plus grand que la justice, l'amour inconditionnel de 2 sœurs de cœur qui continueraient à honorer sa mémoire en vivant pleinement, librement et en s'entraidant jusqu'à la fin de leurs jours. Dans les rues de Florence, quand le soleil couchant illuminait les façades des palais Renaissance, on pouvait parfois apercevoir 2 femmes se promenant bras dessus bras dessous, l'une pointant vers un détail architectural pendant que l'autre photographiait la scène. Elles riaient souvent, parlaient avec passion d'art et de littérature, et semblaient porter en elles cette lumière particulière des personnes qui ont survécu à l'obscurité et choisi de consacrer le reste de leur vie à cultiver la beauté et l'amitié. Leur histoire était devenue une légende dans le monde du journalisme d'investigation, un exemple de ce qui peut arriver quand le courage, la détermination et la solidarité féminine s'unissent face à l'adversité. Mais pour elles, c'était simplement leur vie, their précieuse liberté reconquise, et cette promesse silencieuse faite à Marcus, continuer à voir le monde avec des yeux neufs, à chercher la vérité even quand elle fait mal, et surtout à ne jamais oublier que l'amour sous toutes ses formes reste l'arme la plus puissante contre l'obscurité. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Et dites-moi en commentaire, qu'avez-vous pensé de cette fin? Avez-vous été surpris par les révélations? Cette histoire d'amitié née dans l'adversité vous a-t-elle touché? Merci d'avoir suivi cette aventure jusqu'au bout.
L'amitié entre Héloïse et Célestine prouve que parfois, les plus beaux liens naissent des épreuves les plus difficiles.